Bonjour à toutes, bonjour à tous, rebonjour. Nous voilà de retour en direct au mois de l'innovation publique. Près de 400 événements partout en France. Et cette thématique que nous mettons en discussion, en débat cet après-midi, l'expérience usagée. Nouvelle boussole de l'action publique, une heure qui s'annonce passionnante. On a évoqué les démarches usagées, l'expérience usagée. Dans cette la co-construction dans la première table ronde, on parle d'un service public toujours plus humain. Comment prendre en compte l'expérience vécue par les usagers? Toujours en direct, vous êtes extrêmement nombreux. Vous avez la possibilité d'intervenir, d'interagir. Vous appuyez sur le bouton de chat et vous posez vos questions. On essaye de les relayer. Et vous toutes et tous qui êtes là en présentiel, comme on dit, au lieu de la transformation publique, avenue de Ségur, un micro va circuler. Vous réagissez. Nos échanges se poursuivent, cher Marcel Guénoun. Oui, on a beaucoup de chance puisqu'il y a une véritable complémentarité entre nos deux tables rondes aujourd'hui. Durant la première, on s'est demandé ce que l'usager, le citoyen, avait à nous offrir en s'engageant pour faire le service public avec nous. Et là, on va beaucoup parler de ce que les services publics ont à t'offrir en termes d'humanité, d'empathie, d'anticipation des besoins des usagers, puisque c'est le cœur de la logique d'expérience usagée. Et justement, plusieurs institutions dans le monde ont fait le tournant de l'expérience usagée. En France, on a la DITP, Thierry Lambert a créé une mission expérience usagée il y a 2 ans et il va nous en parler. Nous avons aussi Amira Bolland qui est avec nous à distance et que nous remercions de sa présence, qui est Customer Experience Lead à l'Office and Management of Management and Budget à la Maison Blanche aux États-Unis et qui est en charge de la mise en œuvre du fameux Executive Order de Joe Biden adopté le 13 décembre dernier relatif à l'expérience des usagers des administrations fédérales américaines. Et nous avons également Jérôme Fournel, qui est le directeur général des finances publiques, une grande administration connue pour sa connaissance fine des attentes, des besoins et des usagers, ce qui fait le succès de nombreux de ces dernières réformes, et notamment sa capacité à anticiper les besoins en faisant du prélèvement à la source. Et nous avons aussi Muriel Barnéou, qui est directrice générale adjointe du groupe La Poste à l'engagement sociétal et qui va beaucoup nous parler d'un réseau, le réseau PIMS, les points information, médiation, multiservices, qui concourent justement à fabriquer un service public plus humain. Merci Marcel. Pour lancer la discussion, je me tourne vers vous, cher Thierry Lambert. Alors Marcel a posé les enjeux. Expliquez-nous, racontez-nous pourquoi, comment vous avez lancé il y a 2 ans ces démarches. Oui, bonjour et merci à tous. Alors, c'est pas du tout pour faire moderne et copier le privé qui avait lancé bien avant la notion d'expérience client. Même si encore la notion d'expérience est bien définie dans le privé, où on dit qu'effectivement, il s'agit plus seulement de qualité de service, de satisfaction, de production, mais bien d'aborder l'ensemble de ce qui concerne la relation entre l'usager, enfin entre le client et une entreprise, et en insistant sur sa perception. La perception, déjà, le mot est important, c'est ce qu'il ressent, pas ce qu'on lui offre. Donc sa perception, à la fois rationnelle, mais aussi émotionnelle. Je pense que c'est ça qui a été un grand changement, notamment dans le développement du privé et du numérique. Et cela, cette expérience, pas seulement à un moment donné, mais dans l'ensemble de sa relation directe et indirecte avec une organisation. Alors, dans le privé, c'est simple. C'est pour fidéliser le client, c'est pour créer davantage de valeur, augmenter les marges. On voit bien l'objectif. Bien entendu, pour nous, c'est pas ça du tout. Et je crois que vous l'avez bien déjà défriché la question. Pour nous, c'était une question de confiance. C'est la question de la confiance, et puis c'est aussi la question de l'attention aux plus vulnérables, du non-recours. Et donc c'est pour ça que nous aussi, on a basculé sur cette notion d'expérience usagée qui souligne qu'on veut, et vous l'avez dit dans le titre de cette table ronde, remettre le facteur humain, remettre l'humain au cœur de l'action publique, réorienter, rediriger tout ce que nous faisons vers l'humain. Alors il y a eu plusieurs étapes, et la première grande étape, ça a été la loi ESSOC,
hein, qui a été présenté par Gérald Darmanin au Parlement en 2018, d'ailleurs dont le ministre actuel de la transformation et de la fonction publique, Stanislas Guerini, était le rapporteur. Donc on voit qu'il y a une vraie continuité. Et ça a été un moment très important parce que c'est pas que rien n'existait de tout ça avant. Bien entendu, il y a des administrations qui avaient anticipé ces notions, mais ça a été là d'aller vers un caractère complètement systématique dans la définition d'une administration qui se met à la taille humaine, dans une administration qui prend conscience du coût psychologique de la relation entre les administrés, les assurés, enfin, quelle que soit la façon dont on définit le client de l'administration. Parce que c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, on dit customer, mais enfin voilà, donc on nous expliquera pourquoi. Mais en tout cas, de se dire que cette interface, elle est très sensible et qu'il y a un coût psychologique important qui a beaucoup d'impact. Qui a beaucoup d'impact, qui peut éloigner. En tout cas, qui met l'assuré, l'usager, dans une position un peu dévalorisée, un peu inférieure par rapport à l'administration, où il a l'impression d'être un numéro, d'entrer dans une machine, dans un CERFA, où en fait, il n'existe plus vraiment en tant que personne. Alors j'exagère un peu, parce que c'est bien entendu jamais exactement ça, mais puisqu'on parle de perception, ça peut être vraiment ce qui est perçu, et notamment pour les personnes les plus vulnérables. Mais il ne s'agit pas seulement de l'électronisme, ou ça. On est bien sur des sujets cognitifs et émotionnels qui sont très forts. Alors, donc cette loi ESSOC, elle a décrété quoi? Son objet phare, ça a été le droit à l'erreur. On peut se tromper dans sa relation à l'administration, parce qu'on sait bien que la peur pour quelqu'un qui doit faire valoir ses droits, c'est de se tromper. Parfois de se tromper, d'avoir reçu quelque chose auquel il n'a pas droit, ou bien se tromper dans une demande pour exercer ses droits. Et donc ce droit à l'erreur, je pense, porte une transformation profonde, non pas seulement en termes juridiques, parce que ce n'est pas une question de droit, c'est une question profonde de changement de posture. De dire, voilà, on parle d'adulte à adulte. Vous êtes un citoyen, on échange, et si vous êtes de bonne foi et que vous avez fait une erreur, c'est pas grave, on va la corriger. Je pense que Jérôme Fournal pourra en parler, parce que je pense que l'administration fiscale a été un des pionniers dans l'excellence maîtrise de ce droit à l'erreur. Donc il y a le droit à l'erreur, et puis plus généralement, la confiance a priori. Voilà. Quand vous êtes à un carrefour et que vous êtes arrêté par la gendarmerie, est-ce qu'on vous prend d'emblée pour un ivrogne, ou est-ce qu'on vous dit, excusez-moi, c'est mon travail de vous contrôler, je vous arrête, mais je ne vous prends pas a priori pour quelqu'un qui est en excès d'alcoolémie. Et vous voyez, ça change tout dans la relation à l'administration, parce qu'à ce moment-là, on sent qu'on fait partie de la société, on sent qu'on est reconnu en tant qu'être humain et qu'on n'est pas pris en défaut a priori. Donc cette confiance a priori, ce droit à l'erreur ont été des grands vecteurs de cette loi ESSOC qu'aujourd'hui on continue à déployer, parce que c'est des transformations extrêmement profondes. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs créé un programme qui s'appelle Service Public Plus pour conduire ces transformations jusqu'au dernier kilomètre, et d'ailleurs en associant de plus en plus les usagers pour nous aider à améliorer cette relation à chaque point de contact, parce qu'effectivement, on sait bien que, je vais revenir sur la simplification, qu'il y a des gros enjeux de simplification par le haut, il faut changer des processus, des textes, etc. Mais changer la relation, ça demande des boucles de rétroaction très courtes, et donc ça demande l'engagement de chacun, du grand manager jusqu'à l'agent qui est au contact de l'usager. Voilà, donc ça c'est un premier point sur lequel je voudrais insister. Le deuxième, c'est effectivement la façon dont on conçoit l'action publique. Et là, on a un gros enjeu, il faut changer de logiciel. Et je pense qu'on commence à le faire, c'est-à-dire, voilà, d'abord utiliser, on va, je crois, revenir un peu plus tard sur les possibilités du numérique et comment, effectivement, ça nous aide à aller plus loin dans l'aller vers et dans la proactivité, mais ne serait-ce que dans la façon dont on voit aujourd'hui les parcours administratifs. Aujourd'hui, les simplifications, c'était des simplifications de normes, des simplifications de CERFA. Et c'est important. C'est important de travailler les langages. C'est important que la norme donne la possibilité de remettre l'humain un petit peu plus au centre. Mais si on s'arrêtait là, ce ne serait pas suffisant. Ce qui est important, c'est bien de repartir aussi, puisqu'on parle d'émotion, des parcours de vie, de la vie des personnes, et de recentrer quelque part la démarche administrative sur la vie des gens, de retourner la chaussette, quoi, de se dire, voilà, c'est de votre situation qu'on part
pour traiter votre situation administrative. Et c'est pour ça que, avec l'ensemble des réseaux de services publics et sous le leadership du ministère de la Transformation et de la Fonction publique, eh bien, on simplifie des parcours, mais des parcours de vie. On a fait un travail extrêmement fort sur le deuil et sur un parcours extrêmement émotionnel, le deuil des enfants. Je crois que dans cette situation, on peut voir le pire de ce que peut être l'administration froide et inhumaine. Pas parce que les gens se lèvent le matin en se disant « qu'est-ce que je vais être froid et inhumain », mais parce que la dynamique est telle que, finalement, l'administration déploie ses process, déploie ses règles, déploie ses normes dans toute leur intégralité, sans peser ce qu'elles vont avoir dans leur atterrissage concret dans la vie des personnes qui connaissent une épreuve. Et bien là, en travaillant avec toutes les administrations, on a réussi à changer des choses qui sont extrêmement choquantes, comme le nom de l'enfant qui disparaît d'un dossier. Enfin, je ne vais pas revenir sur ce... Voilà, mais de dire que, voilà, reprendre en compte l'émotion et l'expérience et la vie concrète des Français dans la conception ou la reconception des démarches administratives et des parcours, en partant de leur vie à eux, c'est aussi quelque chose qui est difficile, mais sur lequel, avec des réseaux de services publics qui sont tous de bonne volonté et avec la détermination d'améliorer la vie des Français, leur vie concrète, eh bien, on arrive à faire des choses. Alors, ça prend du temps. C'est des transformations longues, mais c'est des transformations sur lesquelles tout le monde s'engage en ayant conscience que c'est extrêmement important pour notre pays et pour les Français. Merci beaucoup, c'est extrêmement riche. Et justement, ce changement de logiciel a lieu aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, on se tourne vers notre écran et vers Amira Bolland. Vous êtes en charge de la mise en œuvre, Amira, de l'executive order adopté par Joe Biden en décembre dernier. On en a déjà parlé. Thierry Lambert parlait justement de changer la vie des gens, de partir de leur vie réelle. Et je crois qu'un des éléments de méthode, c'est le Human-Centered Design. C'est partir des événements de vie des usagers. Est-ce que vous pouvez nous dire à la fois en quoi consiste cet executive order et quelles sont les méthodes, les méthodologies que vous mettez en place aux États-Unis? Merci de votre présence. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Un grand merci. C'est un honneur d'être là avec les autres membres du panel. Je ne peux pas le dire si fortement combien je respecte vos tâches, vos services. Vraiment, j'en parlais des services postaux, on les prend pour acquis, on respecte le travail que vous faites pour améliorer vos actions. Marcel, André, l'équipe, merci d'avoir organisé cet événement. Comme on a dit tout à l'heure, l'année a été passionnante aux États-Unis pour l'expérience client. C'est un grand moment dans l'histoire américaine. On sort de la pandémie, de la prospérité économique, et il y avait les besoins des Américains qui sont informés sur leur expérience. Et comme ça, on peut améliorer notre action. C'est dans la première séance du Congrès. Il faut prouver que la démocratie marche, que le gouvernement fonctionne, que la démocratie fonctionne dans le gouvernement fédéral. Tous les jours, avec des services vitaux dans les moments critiques de la vie des gens. C'est un des organisations les plus complexes de services. Les agences fédérales sont le plus grand employeur des États-Unis, le plus grand acheteur. Un Américain sur 4 est couvert par les Medicare et pendant la saison des impôts, les gens reçoivent plus de 15 000 appels par seconde, la sécurité aux aéroports, contrôle plus de 2 millions de passagers par jour, 42 000 personnes, gère des prêts étudiants, 4 millions d'Américains deviennent éligibles aux prestations de la sécurité sociale chaque année. Environ 25 millions de personnes et de familles ont survécu à une catastrophe naturelle. Trop de personnes ont été hystériquement mal desservies et marginalisées, privées de leurs droits et perdu leurs opportunités à cause des services.
Les gens doivent naviguer dans un enchevêtrement de sites web, de bureaux, de numéros de téléphone, gouvernement pour accéder aux services dont été bon. Ces dernières années, dans le moyen, on l'a dit tout à l'heure, la paperasse imposée par les départements et agences a dépassé 9 milliards d'euros. Ce chiffre est trop élevé. Il est absorbé par tous les Américains à travers leurs interactions avec le gouvernement. Ces expériences que peuvent rencontrer les individus sont connues comme des charges administratives. Nous savons de plus en plus que lorsqu'il y a des charges comme ça, elles ne pèsent pas de la même manière sur toute la communauté et souvent par les personnes qui en ont le plus besoin. Quand il s'agit de rechercher des informations sur la sécurité des vaccins, de demander des prestations de retraite, assurance maladie, un contrôle de sécurité à l'aéroport, demande de prêt, les Américains attendent des services qui répondent à leurs besoins. Chaque interaction entre le gouvernement et le public, qu'il s'agisse de la déclaration d'impôt ou le renouvellement d'un passeport, est l'occasion de fournir la valeur, de faire si l'efficacité que le public attend et mérite. Ma collègue a mentionné deux attentes, mais là-dedans des gens, lorsqu'ils viennent au gouvernement comme ils sont traités, ça contribue à leur confiance dans le gouvernement. Quand on ne satisfait pas les attentes, on crée un déficit de confiance et c'est difficile comme mesure. Ça influence tout, la commission scolaire, le vote pour le maire, le président. Nous savons qu'une grande partie de cette confiance est façonnée par les expériences personnelles avec des gens qui gouvernent. Ça, c'est partie de l'ordre du gouvernement. On ne peut pas contrôler cela. Les gens attendent de plus en plus d'amélioration. Il y a un écart entre les attentes, entre acteurs, secteur privé et gouvernemental. Les gens attendent un service 24 heures sur 24. Et nous, en tant que gouvernement fédéral, on n'arrive pas à satisfaire ce besoin. On perd de fiabilité. Donc, à partir de ce décret sur la promotion de l'équité, le décret de décembre sur l'expérience client, en passant par la stratégie de l'ensemble du gouvernement dans le programme de gestion président, c'est un engagement à assurer un gouvernement efficace, équitable et responsable qui répond aux besoins de ses citoyens. Le fait qu'un décret décide explicitement le change la donne pour les personnes travaillant dans le domaine, ce décret comporte quelques éléments. C'est un outil, c'est une loi aux États-Unis et envoie un message fort à la branche exécutive qui demande une action. Un ordre exécutif ne prête d'effet uniquement par un autre ordre exécutif. Ça devient une façon durable d'agir. Pour nous, ça a été testé avant d'être finalisé. On a eu 3 années de pratique en termes d'expérience client pour penser à ce qui était le plus utile pour codifier l'ordre. Rapidement, comment nous avons organisé ça? Il y a 36 engagements concrets en termes d'agence pour améliorer des services spécifiques. On poste trimestriellement des rapports de proxy. Finalement, le gouvernement fédéral est responsable. C'est facile à dire que c'est géré par l'État, mais on reconnaît que le pouvoir est total de le gouvernement fédéral pour donner des guides, pour échanger des données, pour créer des plateformes et des outils. Et on peut identifier les écarts entre agences. Trop souvent, vous avez fait l'expérience, l'écart entre agences. Les œuvres peuvent échouer s'il n'est pas clair qui prend les décisions. Parfois, il faut 2 agences pour résoudre un problème et c'est aussi il y a la question de la responsabilité à l'intérieur d'une agence. Donc, vraiment, il faut recentrer l'activité sur l'être humain. Et on dit aux États-Unis que nous sommes un gouvernement du peuple, par le peuple, et il faut recentrer nos actions sur les gens que nous servons. Et il faut voir qui est le public. Quelle est la réalité des personnes qui interagissent avec le gouvernement, des traumatismes? Est-ce que leur maison a été détruite lors d'une catastrophe? Est-ce que ces personnes subissent un grand stress parce qu'ils ont un nouvel enfant et cherchent les bons services? Comment travailler pour eux? Beaucoup. C'est très riche.
est très clair. Et je crois qu'il y a un point très important dans ce que vous dites, c'est les interactions qu'on a au quotidien avec les administrations fabriquent notre relation à l'administration et notre relation éventuellement de confiance. Et toute la démarche qui se met en place consiste justement à remettre l'usager au cœur. Justement, à la Direction générale des finances publiques, vous êtes en charge d'une relation très intime avec l'usager, très forte. Parfois, dans le passé, vous devez faire face à des gens qui sont rétifs à la contribution fiscale. Donc vous connaissez le comportement, les attentes, les réactions des usagers. Comment vous vous y prenez justement pour les connaître et pour capter ce ressenti de l'usager vis-à-vis de vos services et de vos agents? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je crois qu'il faut, sur ces sujets-là, on n'est jamais sûr de bien faire. Il faut rester extrêmement humble, même quand on a, comme la Direction générale des finances publiques, effectivement un recul sur une relation usagée qui s'exerce dans des conditions de complexité, parce que la loi fiscale est tout sauf simple, et de complexité et de difficulté, parce que, bien sûr, demander aux gens de payer une contribution, certes normale au service public, c'est jamais totalement simple. Simplement, peut-être un point, c'est qu'il faut toujours revenir, qu'on parle de clients, qu'on parle d'usagers, il faut toujours revenir au fait que les services publics, c'est des gens qui rendent des services. Et que donc, je dirais, la personne à qui on rend un service, que ce soit d'ailleurs une entreprise ou que ce soit un usager, d'une certaine manière, c'est pour lui qu'on le fait. Et qu'il ne faut jamais oublier ça, quelle que soit la situation. Et ça peut effectivement structurer, comme le disait Mirabolande, mais comme Thierry l'évoquait également, ça structure effectivement la relation que l'on a. Alors, en réalité, c'est très multifacteur. Il y a d'abord l'idée, effectivement, qu'il faut mettre en état l'usager de se trouver en conformité avec les obligations qu'on lui impose ou avec le service auquel il veut participer. Et donc, ça fait très longtemps que on fait du pré-remplissage des déclarations de revenus, qu'on a accru ça en essayant d'aller vers des objectifs de simplification. Et à chaque fois, maintenant, aujourd'hui, on ne fait plus en réalité, on ne conçoit plus une plateforme d'interaction avec les usagers sans leur demander leur avis. Je dirais, il n'y a plus aucune application que l'on met. On a ouvert une l'année passée, qui va d'ailleurs se compléter dans 2 jours à peine, puisqu'on va ouvrir une nouvelle phase, qui est par exemple une application qui s'appelle « Gérer mes biens immobiliers », où on va pouvoir faire toutes les démarches pour gérer ses biens immobiliers. Eh bien, en réalité, on l'a conçu avec des groupes quali, avec des usagers concrets, pour savoir comment je dirais, il fallait configurer, faire l'ergonomie de l'application pour faire en sorte que demain, quand ils vont aller sur cette application-là, ils s'y retrouvent et ils aient le sentiment, effectivement, qu'on les a pris par la main. Il y a un deuxième élément qui est très important, et je dirais, il n'y a probablement pas de vérité là-dessus, mais pendant très longtemps, au fond, on avait mis l'accueil en se disant elle fait partie de la fonction normale, donc il y a des accueils dans des services d'impôt des particuliers ou dans des trésoreries. Et en fait, dont on s'est aperçu au cours du temps, c'est que ces accueils-là, je dirais, ils étaient toujours mangés par la gestion quotidienne, par le quotidien. Et que, en réalité, si on voulait qu'il y ait un accueil de grande qualité, eh bien, il fallait professionnaliser l'accueil. Et donc, de fait, des centres de contact, des gens formés. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'en reste pas, y compris aux plus proches, mais d'une certaine manière, d'ailleurs, Thierry connaît bien le sujet, par exemple, des France Services qu'on a développés en France dans des logiques de, et la Poste également, dans des logiques de portail d'une certaine manière multiservices au bénéfice des usagers vis-à-vis de populations particulières ou de situations particulières. Et de fait, je dirais, c'est une forme de professionnalisation de l'accueil. Et ça, objectivement, ça fonctionne bien. Il y a un troisième élément qui est très fort, qui est effectivement l'élément culturel. Thierry l'évoquait tout à l'heure, d'une certaine manière, l'executive order du président Biden y fait référence aussi. C'est comment on fait évoluer une culture, j'allais dire d'entreprise, mais d'administration,
en l'occurrence. Et c'est vrai que alors, ça passe par ce que je viens d'évoquer, ça passe aussi par la revisualisation justement du fait que la confiance, elle se nourrit de plein de choses. Et aujourd'hui, quand on parle effectivement du droit à l'erreur au sein de l'administration fiscale, alors ça a été un travail long de formation, d'écoute, de réponse, d'information de nos agents. Mais objectivement, aujourd'hui, à la fois le concept, mais aussi ses traductions concrètes, c'est très précis. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliers de contrôles qui se font avec des régularisations en cours de contrôle ou sans aucun contentieux et qui s'achèvent de façon très apaisée. Ça veut dire que les vérificateurs fiscaux, c'est pas leur premier réflexe. Eh bien, éventuellement, ils vont donner des garanties sur le fait que ce qu'ils ont dit une fois, si ça se reproduit dans 2 ou 3 ans ou qu'il y a un autre contrôle, eh bien, ça vaudra. Et d'une certaine manière, on formalise ces éléments de garantie qui, là aussi, sont des éléments de confiance, de même que sur tous les sujets d'aller-retour sur le droit à l'erreur. Mais il y a bien d'autres sujets de services très particuliers, de partenariat de confiance avec telle ou telle cible d'entreprise. Le dernier élément que j'aimerais mettre je dirais en visuel, c'est le fait de donner la main à la fois à l'usager et à l'agent. Les deux à la fois d'une certaine manière. Je vais vous donner un exemple. Dans les relations qui sont les plus difficiles, par exemple, c'est quand on collecte des amendes. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les amendes, c'est pas mis. Il peut y en avoir des pénalités qui soient mises par l'administration fiscale, mais on fait le recouvrement des amendes. Et l'amende, c'est celle que vous avez eue parce que vous avez franchi un feu rouge et que vous n'avez pas payé, que vous êtes en recouvrement forcé, que ça a été majoré. Donc ça passe à la Direction générale des finances publiques. Et là, en réalité, la personne, d'abord, généralement, elle trouve ça injuste parce qu'il y a toujours une bonne raison de considérer qu'elle n'aurait pas dû la payer. Mais surtout, l'agent des finances publiques qui est face, d'une certaine manière, il ne peut pas revenir sur l'acte. Il est dans le pur acte de recouvrement. Et du coup, je dirais, le dialogue avec l'usager, c'est un dialogue qui est extrêmement limité. C'est est-ce que vous avez la capacité de payer ? Est-ce qu'éventuellement, je vous fais un délai de grâce ? Mais c'est absolument pas une question de... voilà. Et donc, quand l'agent n'a pas totalement la main, ça se passe plus mal que quand il a la main. On l'a très bien vu pendant la crise sanitaire, où on avait des entreprises, à des moments où on avait mis en place des dispositifs, et on avait des entrepreneurs qui appelaient, qui étaient en grande difficulté, certains, et on avait construit un centre d'appel d'urgence pour ces entrepreneurs-là, qui répondait à peu près à tous les sujets, y compris ceux qui n'étaient pas gérés par nous, puisqu'on gérait une partie des aides aux entrepreneurs. Et ça se passait difficilement parce que vis-à-vis de ce centre-là, parce qu'ils n'avaient pas la main sur les aides. Ils étaient là pour orienter. Et en revanche, quand des entrepreneurs appellent ou quand des particuliers appellent le centre de contact des particuliers, là, ils ont quelqu'un qui peut accéder au dossier, qui peut même faire du cobrose en faisant en sorte que l'usager et l'agent voient le même écran et guider éventuellement s'il y a une difficulté. Et donc là, ça fait une différence radicale sur la façon dont la relation à l'usager se passe. Et du coup, c'est extrêmement important d'avoir des gens qui sont en capacité en réalité d'agir si on veut que la relation se décontracte et qu'elle se passe bien. Et inversement, on est de plus en plus dans des logiques où on donne la main à l'usager. D'une certaine manière, on lui fait suffisamment confiance pour lui dire, aujourd'hui, c'est des millions d'actes qui sont faits sur le prélèvement à la source, où les gens modulent leur prélèvement à la source, et d'une certaine manière, c'est eux qui prennent la main sur ce que j'évoquais sur gérer mes biens immobiliers tout à l'heure. C'est pareil. C'est d'une certaine manière le contribuable qui va prendre la main sur sa relation administration, et nous, on est là en accompagnement, on est là pour guider, on est là pour aider, bien sûr pour contrôler aussi, mais on est là pour faire cet accompagnement, et c'est bien le contribuable qui a la main, et du coup, je dirais, la relation se décontracte assez nettement. Merci, Marcel. Merci beaucoup. C'est passionnant, et la professionnalisation de l'accueil, le fait que l'usager n'ait pas apporté d'autres complexités, c'est un des fils conducteurs des 3 interventions. Et il se trouve que
En ce moment même, dans le cadre du mois de l'innovation publique, il y a des centres de services, enfin des accueils, un partenariat entre la DGFiP et les réseaux PIMS pour faire de la médiation sociale sur l'accueil des contribuables. Justement, Muriel Barnéou, ce travail de professionnalisation de l'accueil, souvent il sert à gérer cette relation, à faire un travail de médiation, d'écoute, d'équipage, du dialogue. Comment est venue l'idée de mettre en place cette médiation en soutien au service public? Écoutez, moi j'ai le bonheur et le privilège aujourd'hui de présider les PIMS, qui est une histoire de 27 ans d'âge. Et je trouve ça absolument magnifique que quelque chose lancé par nos aînés assez visionnaires à l'époque, 27 ans malgré tout, sur un partenariat public-privé, c'est-à-dire des représentants de l'État, je ne saurais pas vous dire qui, des représentants d'entreprises qui sont toujours vivantes, des marques comme tout l'univers EDF, La Poste, Engie, enfin l'ensemble de ces acteurs, des acteurs du transport, se sont alliés pour dire il y a des lieux où nous n'arrivons pas à toucher nos usagers, nos clients, nos consommateurs finaux. Et il pourrait y avoir un intérêt à ce que nous mutualisions un certain nombre de moyens, et surtout qu'il pourrait y avoir de la valeur à créer, à résoudre des problèmes à 360. Vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Lambert, je pense que les problèmes se découpent, pas les gens. Et très souvent, les populations auxquelles les PIMS en fait, s'affrontent, enfin au sens accompagnent, ce sont évidemment des populations qui sont des populations en difficulté. 99 PIMS sur l'ensemble du territoire, la plupart en QPV et en zone rurale, là où plus personne ne va pour des raisons différentes. Une très grande majorité, plus de 80, sont aussi France Service, c'est-à-dire ont le label France Service et assurent ce 360 de l'usager qui très souvent cumule les problèmes. S'il a un problème de CAF, il y a aussi un problème d'inclusion numérique, il y a aussi sans doute un problème de Pôle emploi, enfin en tout cas des problèmes de démarches diverses et variées. Et c'est au fond ça qui crée la valeur, cette capacité à intermédier avec de l'humain. Ça, c'était vraiment un sujet extrêmement important et voulu par nos aînés. Avec de l'humain, cette mise en situation, donc ce 360. Et c'est vraiment ce qui fait valeur, ce qui fait parfois aussi certaines difficultés, parce que ça demande de la part des médiateurs une connaissance extrêmement large d'une multitude de démarches administratives qu'ils vont assumer dans leur intégralité, parce que vous ne pouvez pas dire à des personnes, quelle qu'en soit l'origine et quelle que soit la nature du problème, que vous allez poser là quelques minutes parce que vous venez d'écouler votre heure et que désormais, il faut que vous passiez avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est effectivement un vrai sujet, que cette question de professionnalisation de cet accueil. Et j'irai un petit peu plus loin, parce que je peux partager avec vous une expérience postale, pour le coup, avec ma double casquette, qui est que, au fond, l'importance que vous donnez à votre usager, à votre consommateur final, à votre client final, elle est très liée au pouvoir que vous donnez à la personne que vous mettez en interface. En creux, si vous, et vous le disiez très bien, je pense, Monsieur Fournel, sur la gestion de la crise, si vous mettez face à un problème, il y a une personne qui a un problème, quelqu'un qui ne peut rien faire, qui n'a pas les moyens de résoudre le problème, alors en creux, vous lui dites qu'il n'a aucune importance, que son problème n'a aucune importance et qu'il ne vous concerne pas. Et que vous soyez usager, que vous soyez client, que ce soit sur un moment difficile ou que ce soit sur un moment moins névralgique, c'est quelque chose qui résonne extrêmement fort dans la confiance, dans l'apaisement, dans ce partenariat que vous établissez. Vous voyez, par exemple, pour vous illustrer ça, il y a un moment dans l'histoire de la Poste, vous en souvenez sans doute, où on a fait disparaître ce qu'on appelait la ligne guichet. Vous savez, l'hygiaphone, le truc de l'hygiaphone. Et on craignait que la chose se passe mal. On craignait d'avoir beaucoup de formation, de conduite du changement à avoir sur nos collaborateurs au moment où on a fait tomber cette grille ou cette vitre. Et en fait, zéro, aucun problème. Parce que nos collaborateurs se sont retrouvés en situation de pouvoir aller vers les clients dans ce qu'on appelait la salle du public.
du coup d'avoir une position, une posture beaucoup plus proactive, beaucoup plus dans le aller vers, dont vous parlez à juste titre, beaucoup. Et de fait, avec un apaisement, parce que ça n'était pas eux et nous, mais au contraire, le ensemble, et on va les uns vers les autres. Et alors évidemment, comme vous le dites, je reste très très humble, moi aussi. 300 000 personnes accueillies tous les jours, 600 000 personnes accueillies tous les jours dans les bureaux de poste. Les PIMS, c'est 300 000 personnes par an, 1,5 million d'actes. Il y a forcément des lieux, des moments qui se passent plus ou moins bien. Mais néanmoins, à partager, je trouve que c'est quelque chose de très important que de postuler cette confiance et cette volonté des collaborateurs de bien faire et de résoudre les problèmes. Parce que c'est extrêmement valorisant que d'être en capacité de pouvoir résoudre les problèmes, ce droit à l'erreur dont vous parlez. Peut-être si je peux encore juste un tout petit point. Allez-y, je vous en prie. Une chose à partager et qui me semble importante dans les univers un peu connexes et de cousinage dans lesquels on évolue, dans ce que la Poste a eu à faire, elle, dans sa mue, dans sa transformation, il y a quelque chose que je ne négligerai pas et pour le coup auquel on ne s'attendait pas, c'est le passage de l'égalité à l'équité. En fait, nous, on est une machine, on est né d'une machine à fabriquer de l'égalité. Riche ou pauvre, vous ferez la queue comme tout le monde, pour le dire de manière un peu simple. Et en fait, le numérique et la révolution dans laquelle on est, qu'on peut appeler individualisation, mais aussi qu'on peut aussi appeler personnalisation, elle amène à travailler sur cette découverte et du coup à adapter les process. Il y a des gens qui peuvent se débrouiller effectivement tout seuls pour gérer leurs biens immobiliers. Et vous avez raison, et ça marche super bien, et c'est fantastique. Mais il y a des gens pour qui ça n'est pas possible. Et donc, cette capacité à s'adapter et du coup à personnaliser ce que moi j'appelle l'équité, c'est-à-dire le renoncement à tout pareil, une seule tête, je pense que ça, c'est parfois un deuil difficile à faire parce qu'il demande aussi une prise de risque de la part de nos collaborateurs. Merci beaucoup. Amira Bolland, je vous voyais en distanciel réagir sur ces enjeux, cette problématique d'équité qui est extrêmement centrale. On vous écoute. Merci d'être avec nous toujours. Quelque chose que vous avez dit était très importante. Elle a mentionné quelque chose sur la dynamique entre le gouvernement et les individus. Et c'est quelque chose sur lequel on a travaillé dans notre approche, dans laquelle nous écoutions vraiment les clients. Donc, par exemple, récemment, nous avons fait beaucoup de recherches sur les catastrophes naturelles, sur la naissance d'enfants, sur les gens qui approchent leur départ à la retraite. Et nous nous sommes demandé comment est-ce qu'on l'approche, quel est l'environnement dans lequel la personne se trouve lorsqu'elle pose ces questions. On a aussi mis un hispanophone et un anglophone dans les chambres parce que c'était important que les agents parlent la langue des personnes. Nous avons aussi mené des interviews en personne. Nous avons créé des espaces dans lesquels les personnes se sentaient confortablement. Et la question, c'était comment obtenir des histoires honnêtes et authentiques de la part des utilisateurs pour comprendre quels étaient les points douloureux pour y répondre. Et ce que nous avons trouvé par rapport à l'emploi, c'est que souvent, on ne fait pas confiance suffisamment aux personnes. Et un exemple récent sur, par exemple, Amazon, si le problème coûte moins de $5 000, résolvez le problème. Si c'est moins cher que $100 000, les agents d'Amazon peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour faire disparaître le problème.
Et nous, on ne sait pas où on a ce montant. Lorsque quelqu'un appelle, lorsqu'il y a une situation d'urgence, si quelqu'un appelle un agent parce qu'on a certains niveaux, ce sont des employés de première ligne et nous leur faisons confiance. Et si c'est une situation d'urgence, ils peuvent ouvrir des salles de passeport et ils n'ont pas besoin d'approbation. Si quelqu'un a besoin d'avoir un passeport pour demain, ils peuvent le faire. Et on sait que c'est utilisé seulement lorsque les gens en ont vraiment besoin. Donc, nous avons mis ces informations sur notre site et nous pensons que c'est important de déterminer quel est votre montant. Si pour Amazon c'est $5 000, quel est votre montant? Donc merci beaucoup pour vos histoires. C'est passionnant. Je crois que le fil conducteur entre les interventions de Jérôme Fournel, de Muriel Barnéou ou d'Amira Bolland, c'est l'idée de dire on va offrir des explications et une empathie à l'usager en mettant des humains qui vont faire de l'humain en face parce qu'on les a formés, parce qu'on leur a donné de l'autonomie et de la formation pour pouvoir traiter et répondre aux problèmes et aux questions que se posent les usagers. Mais néanmoins, tous ces efforts que sont prêts à faire aujourd'hui les administrations ou les organisations pour être empathiques et pour ne plus faire porter à l'usager la complexité de l'administration, suppose quand même au préalable, vous le disiez Thierry Lambert, d'avoir compris là où ça bloque, là où ça fait mal, là où ça irrite, là où ça angoisse, d'avoir mesuré les coûts psychologiques, d'avoir identifié les émotions. Et justement, le tournant méthodologique de l'expérience usagée, c'est savoir capter, analyser ces émotions des usagers. Et c'est une question que j'ai envie de vous poser à tous. Qu'est-ce que ça change en termes de méthode pour vous ? Quelles questions vous posez ? Comment vous les posez? Par quel type de capteur? Peut-être qu'on peut commencer par vous, Thierry Lambert. Vous parliez de service public plus. Il y a des éléments de méthode qui changent, ou peut-être en lien avec le stratégique. Alors, déjà, nous sommes donc la DITP, c'est une organisation interministérielle, donc on ne gère pas un service public au quotidien. Donc, Jérôme Fournel appelé à l'humilité, je la prends à mon compte. En revanche, notre mission, c'est de faire en sorte que cette vision qui maintenant, je crois, est partagée, se déploie jusqu'au dernier kilomètre. Alors, je vous ai parlé du programme Service Public Plus tout à l'heure pour faire en sorte que voilà, nos engagements soient clairs, nos engagements de bienveillance, de droit à l'erreur, de qualité de service, de transparence sur les résultats, d'association des usagers se déploient. Ils se déploient ensemble d'ailleurs, pour nous, avec aussi, et Jérôme l'a bien dit, comme vous tous d'ailleurs, sur les enjeux de transformation managériale. Parce que cette attention symétrique entre l'usager et l'agent est effectivement important. Comment demander à un agent au contact de l'usager de représenter la confiance si lui-même ne sent pas qu'il a la confiance de sa hiérarchie et de son chef de service? C'est compliqué. S'il ne se sent pas en capacité de décider, comment... Et voilà. Et donc, cette question de l'encapacitation, etc., est aussi extrêmement présente dans le programme de transformation publique, hein, qui est sur deux jambes, qui est sur mettre l'usager au cœur et libérer l'énergie publique, c'est-à-dire d'encapacité, comme on dit en français, je traduirais empowerment pour notre collègue des États-Unis. Donc cette encapacitation des agents publics, et donc en fait, comme je disais, retourner un petit peu l'approche en disant voilà, pilotons par les résultats, par les objectifs, mais donnons des marges de manœuvre, donnons des espaces d'initiative, donnons le droit à l'erreur à nos propres équipes. Et donc, c'est vraiment un alignement à la fois managérial et interne qui va nous permettre aussi d'atteindre ces succès à l'externe. J'étendrai un peu. Donc, on a conçu des dispositifs. Nous, ce qu'on fait au niveau de la DITP, c'est bien entendu de concentrer l'information pour éclairer le gouvernement sur l'avancement des différents réseaux de services publics par rapport à ces prescriptions. On a mis en place quand même quelque chose d'assez intéressant qui est, je donne mon avis, qui est une sorte de coupe-fil
quelque part pour les usagers, pour venir porter leur expérience directement à la connaissance du gouvernement, qui est un peu contraignant pour chaque réseau de services publics, puisque le gouvernement s'est engagé pour eux à ce que, effectivement, chaque usager qui poste son expérience sur Je donne mon avis puisse avoir une réponse. Mais bien entendu, qu'on en fasse quelque chose. C'est-à-dire que quelque part, le dysfonctionnement, surtout s'il est récurrent, qui est présenté, puisse trouver un droit de suite, un peu comme sur les bons principes que vous évoquiez plus tôt de participation citoyenne, de dire effectivement, si on demande aux usagers de prendre du temps pour nous communiquer leur expérience, eh bien, il est de notre devoir de dire ce qu'on en fait. C'est ça aussi, cette bijectivité dans la relation de confiance entre l'administration et l'usager. Mais je dirais que au-delà de ça, on a pris conscience aussi, parce que la DITP est aussi en charge du dernier kilomètre des politiques publiques, non pas de chaque politique publique, mais d'aider les administrations à ce que les priorités du gouvernement aient un impact concret dans la vie des Français. Alors on a travaillé, nous, beaucoup sur la territorialisation, sur la différenciation, sur les marges de manœuvre, mais on sait, et c'est là où on reboucle bien, nous, avec nos objectifs d'expérience usagée, c'est qu'on s'est aperçu qu'une politique publique, lorsqu'on crée un service, peut-être qu'on va faire la volumétrie. On aura bien distribué les aides qu'on voulait distribuer. On va vérifier quand même que ceux qui ont touché les aides étaient bien ceux à qui on voulait les donner. Ce qui est quelque chose aussi qu'on connaît bien à l'administration fiscale, enfin dans l'autre sens. Voilà. Mais d'être sûr que la politique publique a bien rencontré l'objet qu'elle voulait. Mais on s'est rendu compte, et d'ailleurs par les enseignements des sciences comportementales aussi et de nos propres équipes, puisqu'on a une équipe de sciences comportementales au niveau de la DITP, on s'est rendu compte aussi que pour que la politique publique atteigne vraiment le dernier kilomètre, ça ne savait pas justement de faire les chiffres. Il fallait qu'en fait on réussisse cette interface très sensible entre la politique publique qui s'incarne dans les quotidiens des Français. C'est-à-dire on peut peut-être avoir réussi nos objectifs quantitatifs, mais si on n'a pas réussi cette rencontre avec les Français, à travers un service de qualité, un service humain, eh bien, on a un peu loupé l'objectif du dernier kilomètre. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté et sur lequel qui se retrouve d'ailleurs dans la dernière circulaire de la Première ministre. On n'a pas notre executive order, mais on a la circulaire de la Première ministre qui donne effectivement instruction à l'ensemble des administrations dans les priorités de l'action gouvernementale, de veiller à la cohésion des territoires, à l'attention de tous, de veiller bien entendu à la transition écologique et effectivement à cette interface de services qui est essentielle pour reconnecter le lien de confiance. Merci beaucoup. Peut-être Jérôme Fournel, il y a deux questions en rebond de ce que évoque Thierry Lambert, cette rencontre avec les Français. Deux questions. Une sur le droit à l'erreur. Vous l'avez mentionné, une personne qui pose la question, peut-on favoriser le droit à l'erreur sur des missions aussi importantes que les vôtres? Et puis une autre réaction sur comment alléger les dispositions réglementaires encadrant l'action des agents pour leur permettre justement d'aller plus avant. Je traduis à la rencontre des Français ce que dit cette personne qui nous suit. Alors oui, même sur des sujets définis par la loi, on peut tout à fait faire du droit à l'erreur et d'une certaine manière se dire que la personne qui a fait une déclaration avec un élément erroné, si c'est pas répétitif, si c'est, je dirais pas un fraudeur, ça demande, ça revient au sujet des agents tout à l'heure, c'est-à-dire que ça demande effectivement un jugement sur est-ce que je suis face à quelqu'un qui est de bonne foi et d'une certaine manière, on a tous le droit de se tromper, ou est-ce que je suis face à quelqu'un qui essaye de tourner le système en sa faveur? Et donc, il faut faire ce judgment call pour parler franglais. Et c'est vraiment, vraiment très important. Mais à partir du moment où on est capable de le faire, et la loi nous donne tout à fait la capacité de dire, si c'est pas de la récidive, si c'est une première erreur, ok, on passe l'éponge, on corrige. Et d'une certaine manière, une grosse partie à ce moment-là de l'action des agents, il est d'accompagner, de conseiller les contribuables pour faire en sorte que, d'une certaine manière, ils ne commettent pas d'erreur. La logique qui est comprise dans laquelle on est sur ces sujets, c'est au fond comment j'aide à sécuriser les gens.
parce que les gens, ils sont inquiets. Je veux dire, ils font une déclaration de revenus, ils ont peur de se tromper. Je suis sûr, même autour de la table, on a tous peur. Même le directeur général des finances publiques, il a peur de se tromper quand il fait sa déclaration de revenus. Surtout le directeur général, c'est ça. Donc forcément, il faut d'une certaine manière aider à donner confiance que ça marche. Il y a une chose qui n'a pas été évoquée, mais Thierry l'a évoqué, mais donner de la marge aux agents, ça n'empêche pas d'être effectivement en permanence dans la mesure, dans où on en est. Et je dirais, Philippe, il y a à la fois des tableaux de bord et des sondages qui sont faits de manière extrêmement régulière, certains par nous avec des instituts de sondage, d'autres dans un cadre tout à fait interministériel et très sérieux, et puis troisième par des institutions, y compris privées, aujourd'hui qui nous renvoient une image. Parfois, on a même du mal à en convaincre les agents. C'est amusant, c'est-à-dire que ça donne une image, par exemple, très favorable de la qualité de service que fournit la Direction générale des finances publiques, de la confiance que les Français ont dans l'administration fiscale. On a des taux d'approbation qui sont de plus de 90, parfois 93%, 94% sur certains éléments, donc vraiment très 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 élevés. Et en même temps, parfois d'ailleurs, il faut convaincre nos agents que... n'ayez pas peur. Les gens, ils vous disent que vous êtes, je dirais, au rendez-vous de la qualité de service. J'ai oublié en revanche la seconde question. C'était sur alléger d'une certaine manière le quotidien. C'est peut-être moins de dispositions. Un élément où... parce que d'une certaine manière, nous, on est à la fois très dans le dernier kilomètre, puis on participe bien sûr à l'élaboration de la norme fiscale, qui n'est pas la plus simple. Et je pense qu'on est en train de faire pas mal de progrès sur les aspects dernier kilomètre. C'est pas si simple que ça de remonter pour que la logique de l'usager final qui va avoir à traiter ou à déclarer quelque chose soit prise en compte très en amont, y compris dans une discussion au Parlement, etc. Il y a des études d'impact, mais en France, parfois on a du mal à faire l'étude d'impact au dernier kilomètre, justement, au moment où on prend la législation. Et ça, c'est très compliqué. On fait des travaux. Alors, il y a, avec les équipes Thierry, notamment sur les formulaires, comment simplifier nos formulaires administratifs. C'est très compliqué parce que, en réalité, quand vous essayez de simplifier le formulaire sans avoir simplifié la législation, je dirais, les termes que vous utilisez, il ne faut pas induire le contribuable en erreur. Et parce que le truc est très compliqué, qu'il y a plein d'exonérations, de dérogations, d'abattements, etc., en réalité, vous allez être prisonnier de ça au moment où vous allez essayer de le mettre en place. Donc, c'est pas si simple que ça. Et je pense qu'il y a un effort à faire pour remonter en amont pour que les mêmes, soucis profondément sains de relation à l'usager, de compréhension de ses attentes, d'une certaine manière, soient pris en compte le plus en amont possible dans le cadre juridique. Aujourd'hui, on n'en est pas encore totalement là. Est-ce que je peux dire deux choses sur bien sûr. Je crois que c'est ce qui est devant nous et qu'on n'a pas encore totalement moissonné, la question de la simplicité. C'est très compliqué de faire simple. C'est très compliqué et c'est très important. Vous parliez de symétrie des attentions, Monsieur Lambert, tout à l'heure. Si c'est compliqué pour les collaborateurs, il y a de très, très, très fortes chances que ça soit compliqué pour les usagers. Et que ça génère du coup de la part de tout le monde cette perte de confiance ou en tout cas ces zones d'ombre ou zones grises. Et je ne peux que abonder sur le fait que c'est difficile, mais que malgré tout, il faut à tout prix s'y atteler, y compris avec des éléments qui peuvent être des éléments, Amira en parlait très bien, en s'inspirant de ce que font certains acteurs de l'univers numérique, de grandes plateformes, en décidant aussi de simplifier des choses un peu d'une manière, je dirais, à l'emporte-pièce ou avec une loi de 80-20. Parce qu'on a très souvent, pour 20% des cas, les 80% de complexité que l'on pousse devant nous. Et j'oserais aussi suggérer que dans ces parcours à simplifier, vous voyez, un réseau comme les PIMS est un très bon laboratoire à ciel ouvert, d'une certaine manière, ou observatoire de ce qui achoppe, de ce sur quoi systématiquement reviennent en difficulté certaines catégories particulières, segments de population particulière, ce que vous devez très bien voir sur les sites, en suivant le parcours du contribuable en dématérialisé.
qui sont aussi une bonne manière de pointer les 80% qui vont faire sauter les 20%, parce que c'est là qu'il y a le nœud. Les rois du numérique, là-dessus, nous donnent de très belles leçons à suivre. J'aimerais bien qu'on se tourne vers Amira Bolland pour deux questions très différentes, mais qui viennent d'être abordées tant par Jérôme Fournel que par Muriel Barnéou. Tout d'abord, et Thierry Lambert, tout d'abord sur le lien entre le sommet stratégique des politiques publiques et le terrain et la question de l'adaptation. Vous êtes positionné au niveau fédéral, c'est-à-dire très très loin administrativement des villes, des comtés, du terrain. Et donc du coup, comment vous vous y prenez pour faire descendre toutes les démarches, les méthodologies et les changements de conduite des politiques publiques que vous mettez en place? Je crois que vous m'aviez parlé, quand on préparait cet atelier, du budget. Est-ce que c'est un moyen de passer du général au particulier? C'est une première question. Et une deuxième question, vous êtes beaucoup dans la proactivité, dans un des ingrédients de l'executive order, c'est de donner automatiquement des droits à ceux qui sont éligibles. C'est un sujet très important dans la transformation de la relation de l'administration aux usagers en France. Et comme le disait Jérôme Fournel, on ne peut pas le faire partout. Et un des éléments de l'expérience usagée, c'est de réassurer à chaque étape, de donner de l'info, d'expliquer comment ça va se passer aux usagers. Et du coup, comment vous pilotez, vous essayez de faire en sorte que l'administration rassure l'usager à chaque étape de service? Pour la première question, j'ai demandé aux collègues de voyager avec moi. Le mois dernier, on est allé dans le Missouri, au milieu des États-Unis. On a visité 6 bureaux d'administration sécurité sociale et un centre d'appel, entre autres. Par ailleurs, nous avons observé nos expériences dans les aéroports, Washington et dans le Missouri. Un élément important, c'est quand on travaille à la Maison-Blanche ou à Washington, ce sont de grands bâtiments du gouvernement. dont on ne fait pas la même expérience que la plupart des Américains. Donc, une bonne partie de ce qu'on fait, eh bien, en termes de l'élément humain, il faut aller à un endroit qui ne ressemble pas à l'endroit où nous vivons. Comme ça, on voit le point de vue des gens de ces communautés, qu'ils soient des communautés hispanophones, rurales, une communauté qui n'a pas d'accès Internet, etc. Donc, je pense que je dis aux collègues que l'ONB, si vous ne bloquez pas 30 minutes chaque mois pour revoir les résultats, ou poser des questions aux agents, pour poser les questions essentielles, pour résumer les questions essentielles qu'on retrouve dans les centres du gouvernement. Il y a des problèmes, par exemple, remplir un formulaire. Vous êtes agriculteur. Quel type de prêt est approprié pour vous dans votre exploitation agricole? Il faut, par exemple, je cultive le maïs. Qu'est-ce qu'il faut pour moi? Pour le Medicare, comment s'inscrire, naviguer sur le web, combien de temps faut-il? Si vous ne consacrez pas 30 minutes par mois, vous perdez le contact avec le terrain, quel que soit le niveau du gouvernement. Le président Obama lisait 10 lettres par nuit. Il lisait 10 lettres que lui donnait l'Office de la Maison-Blanche. Il faut le faire à tous les niveaux. Pour nous, on tente d'impliquer les expériences de vie dans l'ordre exécutif, essaie d'aligner le système de service sur la vie des gens. Le fait, par exemple, d'avoir un enfant, tout ce qu'il faut pendant les 5 premières années de la vie, il faut en tenir compte. Chaque agence impliquée dans cette démarche, services humains, département de l'agriculture, des entités locales ou d'État, on a envoyé un représentant à notre équipe et on a
expliquons les processus à nos équipes. Nous voulions des membres des agences qui participent aux entretiens. Et toutes les 2 semaines, on organisait un appel. Tout le monde, les conseils politiques à différents niveaux, pour entendre toutes les 2 semaines des éléments des entretiens des clients. Toutes les 2 semaines, on se disait, ça c'est très intéressant, il faut poser telle question la semaine suivante pour préparer les entretiens suivants. Il faut aller plus loin dans certains cas. Il faut approfondir. Des gens de différentes agences s'impliquent dans ces processus de recherche. Il aurait été facile d'avoir une équipe d'extérieur d'une grande firme marketing pour mener une enquête. À la place, ça a pris plus longtemps, 5 mois au lieu de 3 semaines. Mais des personnes de chaque agence ont participé. Et ce qu'on peut faire au sommet, eh bien, on modernise notre processus, on modernise notre cadre de budget. Chaque agence doit définir des objectifs prioritaires. Par exemple, l'administration des anciens combattants et le département d'éducation, ces départements analyser les expériences utilisateurs en matière de confiance. C'était l'objectif, confiance. En 5 ans, on est monté de 56% de confiance à 80%. Ça montre que si vous mesurez vos progrès et si vous bâtissez un cadre d'écoute pour le service. C'est incroyable la manière dont on peut agir au niveau des cliniques, des hôpitaux et aussi un tableau de bord qui permet de voir le niveau de confiance à tel niveau par groupe, par des groupes démographiques, parmi les femmes, les Noirs, les Indiens, etc. Et le département d'éducation a mené des enquêtes de ce genre et cette confiance a augmenté de 8% récemment. Et voilà, ça peut être très utile, la participation au processus et fixer des objectifs que toute l'organisation peut prendre en considération. Le temps passe, on est un petit peu dans les arrêts de jeu. Est-ce que, avant de donner la parole à nos 4 intervenants pour un mot de conclusion, est-ce que ici, le lieu de la transformation publique où vous êtes, vous souhaitez intervenir, poser une question, c'est le moment? Non. Et sur le chat, beaucoup d'interrogations. Peut-être, comme le temps passe, je vous propose de conclure. Marcel, vous vouliez... Monsieur le DTP Thierry Lambert, beaucoup de messages, un cheminement vers une administration toujours plus humaine, toujours plus proactive, qui va identifier les attentes, les besoins, beaucoup de pistes pour la suite qui vont nourrir votre réflexion et surtout votre action à la DITP. Voilà, avec humilité, comme l'a dit Jérôme, parce que je pense qu'effectivement, ça demande quand même beaucoup de transformation. Ouais. Mais ce qui est rassurant, quand même, c'est que ce qu'on vient d'expliquer pendant 1 heure et puis ce qui a été discuté avant, et c'est pour ça que je trouve que le nombre de boussoles a été intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi on est rentrés tous au service de l'État? C'est pour être au service des Français. Tu l'as dit, Jérôme, tout à l'heure, c'est pour rendre un service aux Français. Et donc, je pense que ce dont on vient de parler, ça reconnecte quand même avec ce qui nous procure énormément d'énergie. On l'a vu pendant la crise. Les agents qui se sont retrouvés parfois sans directive ont saisi cette capacité à agir qui leur était donnée par la crise. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un message d'espoir important. Effectivement, il faut qu'on travaille sur les techniques, sur la proactivité, sur les API, sur les formulaires. Mais néanmoins, quand on regarde concrètement ce que nous disent les Français sur leur expérience, c'est d'abord des questions de délai, c'est d'abord des questions de pouvoir joindre quelqu'un. C'est l'humain. Et donc je crois que en remettant l'humain, le sens de service des Français au cœur de la transformation, on trouve les moyens de libérer cette énergie qui est au sein de chaque agent du service public, directement ou indirectement. Et donc je pense que tout ça doit nous guider et c'est notre mission à tous, dirigeants des réseaux de services publics, directeurs d'administration centrale, voilà, d'aider cette énergie à se déployer pour
pour rendre vraiment l'expérience de l'usager la boussole de notre action. Pour un service public toujours plus humain. C'était le titre très bien choisi de cette table ronde. Votre conclusion, les messages sur lesquels vous voulez insister, Jérôme Fournel, on est suivi, vous savez, par notamment beaucoup d'étudiants qui se destinent au métier du secteur public. Voilà, beaucoup d'enjeux riches pour eux. Oui, il y a énormément de messages d'une certaine manière sur ces sujets parce que on le redisait à l'instant, c'est le fondement au fond de l'engagement dans le service public. Je crois qu'il y a peut-être deux angles qui doivent jamais être oubliés. C'est que effectivement, la confiance dans les administrations, elle a plutôt tendance, me semble-t-il, à croître. Elle a cru avec la crise, elle croît d'une certaine manière quand justement les administrations sont capables de sortir du registre purement réglementaire. Il faut qu'elles le fassent, mais d'une certaine manière. Au début, je crois, vous parliez d'équité, mais c'est tout à fait vrai. Et alors, dans des métiers très réglementaires ou très législatifs, comme la fiscalité, c'est compliqué, mais il faut trouver effectivement le moyen de donner de l'humain dans le contact et donc d'être dans cette logique d'équité. Deux, c'est que ces champs-là, je disais, il faut être humble, c'est objectivement des champs immenses à labourer. Parce que d'abord, ça n'a jamais de fin. On a plein de choses qu'on peut continuer à faire, qu'on peut faire mieux. On se rend compte qu'il y a des populations qu'on n'est pas encore allé chercher, qu'on peut bâtir. Bon, alors c'est les PIMS, mais c'est avec le milieu associatif. Nous, on a plein de gens qui viennent nous demander des avis de non-imposition parce que, voilà. Et en réalité, il faut que j'arrive à construire des choses avec les milieux associatifs qui ne sont pas les milieux naturels avec lesquels je discute en général pour bien voir les populations et comment faire pour faire en sorte d'aller. On a aujourd'hui la chance, y compris dans des administrations comme la DGFiP, d'avoir énormément d'outils numériques. Donc effectivement, de pouvoir multiplier les passerelles, les ponts, le dialogue. C'était Bolland qui évoquait le sujet des situations interagences où ça peut tomber dans un trou noir. Et d'une certaine manière, tous ces outils, ils nous aident à construire ces ponts, ces passerelles pour qu'il n'y ait personne qui soit oublié et qu'on arrive effectivement à fournir le meilleur. Mais si on a envie de s'engager dans le service public, objectivement, on a une vie d'aventure sur ces questions à nourrir et objectivement, c'est assez passionnant et assez gratifiant en réalité quand les usagers vous rendent je dirais, une partie de l'effort que vous avez fourni. Merci d'être venu porter ces messages, Monsieur le Directeur Général des Finances publiques. Muriel Barnéou, votre conclusion, beaucoup de messages forts. Difficile de conclure comme ça. Moi, je conclurai sur l'intérêt général. Je pense qu'on n'a jamais eu quelque chose d'aussi, entre guillemets, up-to-date autour de cette question de l'intérêt général. Et je crois qu'on a, avec l'ensemble des acteurs du monde public, les en direct publics et les indirects publics, on a entre les mains quelque chose qui est juste une énorme puissance, celle du sens, celle qui fait qu'on sait pourquoi on se lève le matin. Et je crois qu'on peut miser profondément et reconnaître profondément les collaborateurs qui rendent ce service, qui fabriquent cette cohésion sociale et territoriale tous les jours, et que c'est une énorme force à mobiliser pour justement traverser ces périodes qui sont des périodes difficiles et où, que ce soit encore une fois des services publics ou que ce soit du public, on se tourne vers nous et on attend de nous d'être à ce rendez-vous-là. Je pense que c'est une énorme chance et une énorme opportunité. C'est très tendance, nos histoires. To date. Merci beaucoup. Amira Bolland, concluons cette très très riche table ronde, cette très riche séquence avec vous. Sur quel message vous souhaitez insister? On vient de parler du sens, voilà un bel enjeu. Quelle est votre conclusion? Et merci encore d'avoir participé à ces échanges. Je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces discussions. Ce sont des agents publics. Je voudrais leur dire de ne pas perdre leur croyance. Je sais que parfois nous avons l'impression que nous devons défaire ce que le gouvernement a construit pendant 200 ans. Et
pense que parfois la tâche peut paraître monstrueuse, et parfois vous pouvez avoir l'impression que vous devez faire des tâches sans avoir l'argent et sans avoir la force pour faire ça. Mais peu importe le budget que vous avez, je voudrais juste vous envoyer le message pour vous dire que vous pouvez agir là où vous êtes. Vous pouvez faire du travail innovant. Ce sont des choses que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez progresser. Peut-être que avec un petit budget, vous n'allez pas pouvoir faire des choses très grandes, mais il y a toujours un moyen de trouver des moyens pour faire quelque chose à sa petite échelle. Parce que pour rendre l'expérience usagée plus agréable et confortable, nous avons besoin de vous tous, nous avons besoin que nos populations aient confiance en la démocratie. Donc, peu importe ce que vous faites, nous savons que tout cela contribuera à cette mission. Donc, merci beaucoup. Grand merci à Miraboland de votre générosité et de partager ses convictions avec le public, des agents publics français. Sylvain, je vais te laisser conclure et remercier nos intervenants et le public et nos intervenants surtout pour la générosité de leurs interventions. Juste, avant de te passer la parole, dire que nous, on va pratiquer ce dont on parle. Il n'y aura pas d'enquête de satisfaction sur cette table ronde, puisqu'on vous invite tout simplement à venir nous faire part de votre avis sur cet événement, sur notre plateforme. Je donne votre avis avec Service Public Plus. Venez réagir sur la plateforme. Merci, cher Marcel Guénoun. Merci à tous les quatre, à Miraboland, très, très heureux, très fier d'avoir pu échanger avec vous. Merci Muriel Barnéou, merci Jérôme Fournel, merci cher Thierry Lambert, et merci à la DITP de permettre des échanges aussi riches. Restez avec nous sur le mois de l'innovation. Les échanges se poursuivent demain, notamment à 15h. On parlera de l'innovation au service en appui des transitions énergétiques, des grandes transitions. Le mois de l'innovation publique, je le disais en introduction, près de 400 événements, et on me dit dans l'oreille, 10h, il y a aussi des choses qui se passent en direct ici. Merci à vous toutes, merci à vous tous, à très vite.